Salut à tous. Petite vidéo pour la rentrée et j'ai décidé de faire un traditionnel top 10 2022. À la base j'hésitais un peu à le faire parce que j'étais pas sûr que je puisse remplir le top 10 tout simplement, vu que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de jeux qui m'ont marqué. Et puis en fait si. Bon du coup il n'y a pas que des Eurogames, spoiler, il va y avoir même quelques surprises. On attaque avec le 10. Et là direct la surprise, on va parler de Challengers. J'en ai un petit peu parlé quand même récemment. Bon, du coup, c'est à cause de Simon que je joue à ce jeu, bien évidemment. J'ai pas joué énormément, on va pas se le cacher. Mais je trouve que c'est le parfait jeu d'assaut à 8, avec une création de deck. En fait, c'est un jeu d'ambiance de deck building. C'est un jeu d'ambiance pour joueurs, on va dire, où clairement t'as une ambiance qui se crée autour de la table, mais en même temps t'as quand même un petit contrôle sur la fabrication de ton deck au fur et à mesure des manches. Alors certes, ça reste une bataille où tu révèles tes cartes au fur et à mesure, mais il y a quelques petits effets de contrôle assez intéressants, et puis il y a vraiment ce côté, je rajoute des nouvelles cartes et je crée des synergies au fur et à mesure, qui est assez satisfaisant. Le gros avantage en fait, c'est qu'il est extrêmement court, extrêmement rapide. Les règles, ça apprenne très vite. Donc voilà, moi c'est un jeu que je conseille à tous les gens qui ont une asso. Moi il y a des gens qui jouent à 4 qui trouvent ça bien, j'avoue que je préfère y jouer à 8, enfin au max en fait. Pour le côté ambiance, fin de soirée, après un gros Eurogame, je trouve que ça fait grave le taf. Beaucoup de gens disent que c'est moche aussi. Je trouve pas, moi je trouve que l'esthétique colle plutôt bien à ce que c'est comme type de jeu, et je pense pas qu'il y avait besoin d'en faire beaucoup plus que ça. Donc voilà, et puis le prix est vraiment pas déconnant pour le matos qu'il y a dedans, il y a quand même 4 petits tapis en néoprène, des cartes, enfin voilà quoi. Il y a vraiment ce truc un peu, tu peux initier tout le monde à ce genre de jeu, ça peut donner envie de jouer à des jeux de cartes plus sophistiqués derrière. Donc voilà, Challengers, je le mets en 10 pour la proposition. Et puis le système de tournoi pour le coup en termes de design est vraiment très bien foutu. En 9, La Bête. Un jeu dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui pour moi... Alors c'est un jeu à 4, mais moi je l'aime beaucoup, surtout à 2, parce qu'en fait il y a une partie qui joue la bête, qui va faire des victimes et traquer dans la Bretagne, et des enquêteurs. Le truc c'est que la partie enquêteur, il n'y a pas vraiment de pouvoir en fait entre les différents enquêteurs qui font que je trouve que tu gères tous les enquêteurs tout seul ou que tu sois un enquêteur chacun, au final, de toute façon, tu te coordonnes avec tout le monde pour faire le meilleur réseau de tissage pour choper la bête, on va dire. Il n'y a pas ce côté un peu chacun peut un peu jouer les caractéristiques de son personnage dans son coin, enfin pas dans son coin, mais en tout cas peut jouer gérer les caractéristiques de son personnage pour arriver à mieux utiliser le perso. C'est vraiment, t'es obligé de jouer tous les enquêteurs en même temps et de manière coordonnée. Donc voilà, moi je le préfère à 2. Après, quand tu montes le nombre de joueurs, bah t'augmentes la discussion et tout ça. Mais en termes de gameplay, on sent vraiment que de toute façon, il a quand même été conçu pour marcher à 2 principalement. Du coup, c'est un jeu de track avec un côté caché de la bête qui doit aller d'un village à l'autre de manière cachée. Les particularités qu'il y a, c'est que déjà, il est très simple à aborder, il est très lisible. Donc pour les gens comme moi qui ont un peu du mal avec ce type de jeu, type mind management, moi je le trouve vraiment trop chargé, il est sûrement bien meilleur, et j'adore l'univers parce que j'aime le comics, mais clairement, pour moi, dont c'est pas le style de jeu préféré, qui joue assez occasionnellement, je préfère largement La Bête dans ce style-là, pour sa facilité et sa lisibilité en fait. Après, il reste quand même assez tactique, et assez intéressant. Il y a quand même des mécaniques autour du nombre de blessures de la bête qui doit pas trop traîner au cours de la partie, qui doit quand même prendre des risques à des moments que je trouve très intéressants dans cette gestion bluff, prise de risque. Voilà, thématiquement c'est super bien fait, c'est un petit éditeur en plus, donc voilà, la bête je vous conseille, pareil pour 40 balles, en plus le matos c'est vraiment cool. Donc voilà, foncez. En 8ème position, un jeu dont j'ai parlé dans notamment mes jeux à offrir à Noël, Time of Empire. Donc pourquoi ? Pour sa mécanique de temps réel, pour un jeu de civilisation qui est quand même assez innovante et assez cool, en tout cas pour ce style de jeu. Le matos est vraiment nickel. Bon, hormis les sabliers qui vont tous un peu, et des fois ça peut foutre un gros bordel, mais voilà, a priori avec l'usure ça commence à s'effacer, mais voilà, c'est un petit peu le truc auquel il faut faire gaffe. Mais sinon voilà, c'est un jeu de civ en temps réel avec 3 âges de 9 minutes,
t'as des sabliers de 30 secondes qui comptent comme des ouvriers, t'as 2 sabliers de 30 secondes, et toutes les 30 secondes, tu peux repositionner ton ouvrier. C'est vraiment très cool, il faut jouer avec des gens qui ont pas de problème avec l'analysis paralysis, ne pas avoir de problème avec accepter qu'un jeu te met une contrainte de temps. Alors pourquoi l'analysis paralysis pour ce style de jeu, ça veut pas dire grand chose, mais j'ai remarqué que les gens qui avaient tendance à jouer lentement aiment pas trop ce style de jeu, ont un peu de mal parce qu'ils ont un peu envie d'aller en leur rythme, et là c'est clairement le jeu qui te dicte le rythme. Mais c'est vraiment très cool. Après il y a un truc qui est un peu particulier, c'est que tu joues un peu dans ton coin, dans le sens où t'es tellement concentré par ce que tu dois faire que t'as ce côté un peu l'impression de jouer dans ton coin. En tout cas, il n'y a pas une énorme interaction verbale autour de la table parce que t'es très concentré sur ce que tu fais. Par contre, il y a une grosse interaction sur les leaders, les merveilles et même ce qui se passe sur la bagarre sur le plateau. Mais en fait, c'est tellement frénétique et ça va tellement vite que du coup, il y a quand même ce côté, tu dois être hyper concentré, tu peux pas du tout parler pendant les 9 minutes et t'es vraiment à fond sur la concentration. Donc voilà, faut aimer ce style de délire, mais moi je trouve qu'en shot d'adrénaline d'un jeu qui dure, on va dire, 3/4 d'heure avec les comptages entre les âges, et puis la petite période de repos qui est quand même un peu nécessaire entre les âges, ben, je trouve que t'as ce shot d'adrénaline d'Eurogame qui a un petit côté jeu d'ambiance aussi, qui est vraiment très très agréable. Donc voilà, si vous sentez ce genre de jeu, moi je vous conseille vraiment Time of Empire, c'est vraiment une grosse réussite éditoriale. En 7, un jeu dont j'ai pas encore totalement parlé, je crois, on devait en parler à l'époque de First Player, ça c'est pas fait. Mais du coup j'en ai jamais reparlé, mais Gloomhaven, les mâchoires du lion. C'est vraiment très très bon, alors je l'ai fait à l'époque en VO, et je conseille, étonnamment, entre guillemets, beaucoup plus celui-là que le grand frère, parce que celui-là, il est finissable. Il y a une vingtaine de quêtes, donc déjà, on est sur une durée de vie beaucoup plus ramassée. Par contre, on sacrifie un peu le côté legacy du jeu de base, qui est toujours là, mais quand même beaucoup moins présent. Tu débloques pas des personnages au fur et à mesure. Tu vas débloquer des choses, mais c'est beaucoup moins gros que l'échelle du jeu de base. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 4 personnages, je les trouve plus équilibrés, il y a moins d'effets broken sur celui-là. Ils ont rééquilibré quelques items aussi. La mise en place est juste, mais tellement plus pratique que sur le jeu de base. T'as un livre, tu l'ouvres et t'as déjà ta map qui est là, t'as juste à installer les autres modules. Donc voilà, moi je préfère vraiment largement sortir celui-là que le gros. Le gros, en vrai, t'es obligé d'avoir une table dédiée à ça et t'as pas envie de le sortir et de le rentrer. Et puis voilà, il y en a beaucoup, quoi. Qui a vraiment fini Gloomhaven? Beaucoup de gens l'ont commencé et l'ont jamais fini. Voilà. Moi, le Mâchoire du Lion, je trouve que c'est l'introduction idéale. Il est pas très cher, il reste quand même vraiment très long. Moi, je préfère le jouer à 2, mais à 3-4, pour un jeu coop, je trouve qu'il tourne quand même plutôt pas mal. L'avantage, c'est que tu peux jouer de manière régulière à 2, et puis une personne qui vient de temps en temps pour rejoindre la session, ça marche totalement. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, voilà. Moi, je le trouve vraiment, en termes de dungeon crawler, pour moi, c'est la grosse référence, et voilà, le Mâchoire du Lion, il est sorti cette année, début d'année. Et voilà, on en a assez peu parlé au final, j'ai l'impression, chez les influenceurs de manière générale. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup si vous aimez ce genre de jeu. Alors moi, je suis pas un grand amateur de dungeon crawler et d'Ameritrash, mais pour le coup, Gloomhaven, c'est pour moi la grosse référence. T'as pas de dés à jeter, c'est très tactique. T'as une gestion de main de cartes et de personnages asymétriques qui est vraiment ultra intéressante, qui rappelle un peu plus des côtés Eurogame. Donc voilà, j'attends avec grande impatience le Frosthaven qui va arriver, qui a l'air vraiment très bon sur les nouveaux personnages qu'ils ont sortis. En 6, un jeu dont j'ai peu parlé aussi, qui est pas vraiment un Eurogame, mais quand même il faut que j'en parle parce que j'ai beaucoup joué cette année, c'est le Seigneur des Anneaux, édition révisée. Artlist.io. Donc c'est un jeu coop de cartes évolutif qui est sorti il y a 8 ans, je dirais, 8-10 ans, donc qui commence à avoir son âge, qui a sorti énormément de cycles. Bah là, cette année, ils ont sorti une édition révisée, donc ils ont ressorti la boîte de base avec toutes les cartes en triple exemplaire, pour pouvoir faire tous les decks qu'on veut de manière optimisée, et avec les 3 scénars de la boîte de base, donc c'est exactement le même contenu, mais avec toutes les cartes et tous les exemplaires.
Donc voilà, c'est excellent. C'est les mêmes designers que ceux qui ont fait Marvel Champions après. Donc c'est un peu le petit frère, enfin le grand frère plutôt même. Il a qu'un seul mode de difficulté qui correspond plus ou moins au niveau expert de Marvel Champions. Donc le jeu est quand même assez difficile. Je mets des guillemets parce que quand t'as l'habitude de ce genre de jeu et que tu commences à comprendre les mécaniques de fabrication de deck et comment le jeu fonctionne, mine de rien, les 3 scénars du jeu de base vont pas trop te poser de soucis, à part le dernier qui est quand même assez chaud. Surtout en solo. C'est un très très bon jeu en solo. Moi j'adore le jouer à 2. Au-delà, oubliez. Les mécaniques sont vraies. Il y a vraiment trop de maintenance et de calcul si t'es au-delà de 2 joueurs. Donc je conseille vraiment pas pour le coup, c'est solo 2 joueurs. S'il y a bien un jeu que je jouerai en solo, ça serait d'ailleurs celui-là, pour le coup, alors que je joue absolument jamais solo. L'univers est mortel, ça a l'avantage d'avoir cet univers, si vous aimez l'Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, clairement, c'est beaucoup plus mature en termes d'univers que Marvel Champions, c'est aussi beaucoup plus narratif et l'ambiance est bien meilleure. Par contre, il est un peu moins... Il y a une mécanique sur les cartes qui est moins dynamique que Marvel Champions, mais qui a aussi ses qualités sur une fabrication d'un deck de 50 cartes, avec 3 héros qu'on doit choisir. Il y a vraiment une modularité sur la fabrication de deck qui est hyper intéressante. Je pense pas qu'il soit trop complexe. C'est dur à dire parce que j'ai joué à Marvel Champions avant, donc il partage pas mal de mécaniques, mais le livre de règles est très bien fait, t'as un livret d'apprentissage, puis un guide de référence pour revenir après si on a des questions sur quelques mots-clés, ce genre de choses. Voilà, moi je conseille vraiment, l'avantage c'est que le premier scénar en plus te permet de t'y mettre assez doucement, t'as quelques decks un peu qu'on te conseille. Moi je trouve ça très très bon, ça fait partie des références en jeu de coop de manière générale et encore plus en jeu de cartes évolutif. Donc voilà, ils ont sorti deux nouvelles boîtes depuis, qui sont en fait des cycles complets, ils ont sorti Angmar, qui pour le coup monte en gros cran la difficulté, donc ça c'est vraiment cool pour les gens comme moi. La communauté de l'anneau aussi, en fait ils ont sorti des boîtes de cycles qui vont suivre les 3 films, donc ça c'est assez cool, et ils ont sorti des petits packs aussi, qui ont d'assez bons decks préconstruits, notamment celui des Sylvains et des Nains, si vous voulez un peu approfondir le truc, mais déjà avec la boîte de base, si vous êtes plutôt joueur occasionnel, ça va quand même faire largement le taf. Et voilà, je vous conseille très chaudement. Et on enchaîne, attention, roulement de tambour, on arrive au 5, Ultimate Railroads. Donc là, j'en ai fait une grosse review déjà sur la chaîne, donc je vous enjoins d'aller voir si vous voulez en apprendre plus. Mais bon, en gros, pour faire simple, c'est la réédition d'un des meilleurs jeux de poste d'ouvrier de tous les temps, hein, très clairement. Avec en plus une extension exclusive, plus tout le reste des extensions et tout le reste des modules. Donc autant dire que vous allez en avoir pour votre argent. Vous allez d'ailleurs très vite abandonner le jeu de base au profit au moins de Germany, qui est pour moi le jeu de base avec quasi les mêmes règles, mais amélioré avec une meilleure modularité, on va dire. Ça évite de faire tout un tas de moves automatiques du jeu de base. Donc voilà, t'as Germany qui fait vraiment bien le taf, qui est vraiment énorme. Amérique, je l'aime moins, je pense que c'est l'extension que j'aime le moins, et Asie qui pour le coup est nouvelle et amène vraiment des mécaniques très intéressantes sur la piste industrie, pour les connaisseurs. Donc voilà, Ultimate Railroad, c'est un grand classique réédité, ils ont fait une super boîte avec un super insert très très pratique à l'intérieur, il y a absolument tout. Donc voilà, allez-y, c'est un énorme classique, vous allez pas vous tromper en achetant ça. Ensuite en 4, un autre jeu dont j'ai parlé, donc là, ça va aller un peu plus vite forcément, parce que c'est des jeux dont j'ai déjà parlé extensivement, donc pareil, je vous renvoie vers la review si vous voulez en apprendre plus. Mais bon, en gros, c'est un peu l'année des rééditions géniales de Pfister. Skyman, c'est la réédition de Mombasa. Si vous avez déjà Mombasa, bah voilà, pas forcément besoin de prendre Skymans. Même si il y a 2-3 petites améliorations, notamment sur la piste des livres et une pose d'ouvrier sur les comptables et les diamantaires, qui est, bon, j'utilise les mêmes mots que Mombasa, j'arrive pas à me faire à la nouvelle thématique, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça reste le même jeu excellent. J'avoue qu'au final, les nouveautés, je les ai pas tant jouées que ça. La nouvelle map,
je vais dire un truc horrible, mais je l'ai même pas joué en fait. En fait, le jeu est tellement bon de base que je vois même pas l'intérêt spécialement de rajouter une nouvelle map. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez joué, si vous la trouvez mieux. J'ai lu les règles et tout, mais je sais pas, à chaque fois, il y a tout le temps au moins un nouveau joueur qui rejoint la table et je sais pas, j'ai jamais réussi à la sortir cette map. Pourtant, j'ai beaucoup joué, j'ai dû faire environ 20 parties. Donc voilà, les petits objectifs, le premier module est sympa. Mais bon, au final, ça enlève un poil de tension au jeu de base qui est très tendu sur l'argent. Mais bon, ça va, ça reste très très ok. Même si ce matos du premier module est un peu scandaleux, c'est vraiment des vieux pions tout dégueulasses. Et j'ai pas testé le troisième module non plus. Donc voilà, c'est ouf parce qu'on en a parlé fin de l'été, je crois. J'ai beaucoup joué, mais j'ai très peu testé les nouveautés, hormis donc les nouveautés intégrées au jeu de base qui sont sur une des postes d'ouvriers et sur la gestion de l'argent et des livres à points de victoire, qui sont en fait un petit module de Mombasa qui est assez difficilement trouvable. En fait, c'est ça le problème, c'est que Mombasa est difficilement trouvable, et encore plus avec ses modules. Donc Skymines devient un peu l'évidence à acheter si on a ni l'un ni l'autre, en fait. Et si on n'a pas les deux, si on n'a pas les modules de Mombasa, je trouve quand même qu'acheter Skymines reste bien, surtout qu'il n'est pas extrêmement cher. Après, voilà... on va pas relancer le débat 15 fois, clairement la thématique de Skymines, elle me parle pas du tout, l'intégration thématique est naze, mais voilà, ça reste le même excellent jeu, et l'avantage c'est que pour les gens qui n'ont pas Skymines, c'est génial, ça reste un énorme classique, et pour les gens qui n'ont pas joué à Mombasa depuis longtemps, ça donne envie de rejouer à Mombasa ou à Skymines. On arrive au top 3, et là il y a déjà direct une grosse surprise, un jeu dont j'ai jamais parlé, c'est Splendor Duel. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, je ne suis pas malade. Je suis pas un grand fan de Splendor. Je trouve pas que c'est du tout un mauvais jeu, mais voilà, c'est pas du tout un jeu que je joue. J'avais joué à l'époque. Je trouvais ça sympathique, mais un peu froid. Mécaniquement, c'est bien pensé et tout, mais bon, c'est pas du tout... Ouais, c'est pas assez consistant pour moi comme jeu. Ça reste très bien comme jeu d'initié et tout, mais voilà. Mais pourquoi Splendor Duel? Splendor Duel, c'est vraiment excellent. Donc ça reprend la même pureté mécanique du jeu de base. Mais ça l'adapte à deux, il y a des légères adaptations un petit peu partout qui font que le jeu est vraiment excellent. Il y a une espèce d'interaction sur une grille pour prendre les ressources qui est vraiment cool. L'utilisation de l'or avec la prise d'une carte, soit pour deny, soit pour se la garder pour plus tard, absolument génial. Ils ont rajouté une ressource avec les perles qui ne peuvent pas avoir de réduction et donc qui sont assez critiques à prendre, mais en même temps toutes les cartes n'en ont pas forcément besoin, mais en même temps tu as envie de les deny aux adversaires. C'est vraiment très cool. Le fait d'être à deux, d'avoir la rivière, ce contrôle sur la rivière, de suivre vraiment ce que fait l'adversaire et tout, il y a un truc qui marche hyper bien. Je vais en faire une grosse review en janvier, très clairement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, et sur pourquoi il marche si bien. Mais voilà, je sais pas, on l'a depuis... en fait, je l'ai offert à ma copine, à la base, je l'ai même pas acheté pour moi, et on doit être à 30 parties en 2 semaines, hein, donc voilà, ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi, je sais pas. Il y a un côté un peu mystérieux aussi sur la manière dont le jeu marche, je sais pas, il y a un truc tellement élégant et pur, et en même temps, le fait que ce soit à deux, et le fait qu'il y ait vraiment une interaction hyper intéressante là-dedans, et sur le côté course, arriver aux 20 points, aux 10 couronnes, tout ça, enfin... Ouais, ça marche de ouf, le matos c'est impeccable, ça coûte 20€, ça se transporte très facilement, l'édition est impeccable. Enfin voilà, c'est un peu le... Je trouve que c'est un peu le prototype du jeu parfait à sortir dans sa cible en fait quoi. Et pour le type de joueur, par rapport à ce qu'il est et à comment le sortir. Voilà, je vais dire encore une autre hérésie, je trouve ça bien meilleur que Seven Wonders Duel, je trouve ça moins froid. Pareil, je suis pas un grand fan de Catala non plus à la base, mais là, même si c'est pas lui le designer principal, c'est le designer de Splendor. Mais voilà, on sent qu'il y a une petite touche quand même Catala sur 2-3 petits détails qui peuvent vraiment faire la différence au final sur le développement. Donc voilà, on sent qu'ils ont vraiment sorti le truc qui ne pouvait pas améliorer, le jeu qui pouvait pas être amélioré derrière. Je vois même pas qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le jeu, tellement tout coule de source et tout est impeccablement designé. Après, c'est plus facile sur un jeu qui a déjà bien marché, autant en termes de vente qu'en termes de design à la base, mais voilà, il faut quand même réussir à le faire. Tous n'ont pas réussi. Voilà, Splendor Duel, pour moi, c'est sans exagérer, vraiment... déjà pour moi le meilleur jeu catalogué duel et en plus un des meilleurs jeux de l'année. Voilà, même pour un grand amateur d'Eurogame, voilà.
c'est absolument génial et je vais en faire une review. Là, on arrive au moment où on va plus y avoir vraiment de surprise si vous suivez la chaîne. Donc on arrive en 2, Great Western Argentina. Donc je l'appelle le meilleur euro de l'année parce qu'en fait le premier pour moi il est un peu sorti l'année dernière, mais bon, vu que c'est un top 10 des sorties VF, je mets Great Western Argentina. Donc c'est un peu l'année des rééditions géniales de Pfister, hein. Donc là pour le coup, donc c'est pas totalement une réédition parce que c'est une nouvelle version du jeu de base qui a déjà eu une deuxième édition pour équilibrer certaines choses, donc ça commence à devenir compliqué. Mais c'est parfaitement génial dans le sens où ça reprend tout ce qui est génial dans le premier. Et ils arrivent à en faire un jeu qui a des sensations totalement différentes, avec toute une mécanique de design autour des fermiers, de la force pour récupérer les fermiers, et des ports pour faire des points de victoire avec le blé. Voilà, c'est génial, les bateaux qui partent, enfin voilà, ils ont quasi tout rééquilibré, changé. Quand tu récupères des workers maintenant, c'est plus du tout les mêmes récompenses. Ils ont enlevé l'argent sur le fait d'avoir des cartes en plus, du coup c'est plus automatique d'aller chercher le déplacement, bref, pareil. Je vais en faire une grosse review parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de choses en termes de décision de design aussi par rapport au jeu original, et comment du coup avec des petites décisions de design, t'arrives à faire des jeux qui ont des sensations fondamentalement différentes. Je trouve ça très intéressant à étudier en termes de game design, pour n'importe quel créateur, et même pour les gens aussi, pour se rendre compte comment des fois des petits détails peuvent créer des sensations de jeu complètement différentes. Je trouve ça intéressant à analyser. Donc voilà, il va y avoir une grosse review là-dessus aussi, notamment en comparaison par rapport au premier. Je pense que je le préfère. Alors après, forcément, il y a toujours l'effet un peu nouveauté et tout, mais en fait, il a un côté plus ouvert, plus Eurogame, tout en gardant l'attention du premier. Ce que n'a pas réussi à faire pour moi l'extension du premier, Ruée vers Nord. Great Western Argentina y arrive, l'ouvre, mais tout en gardant l'attention. Tom pourra vous en parler d'ailleurs, puisqu'il connaît très bien le premier, il a fait sa partie hier, et il a été en tension toute la partie avec l'argent. Donc voilà, pour moi c'est absolument brillant, c'est le jeu auquel je pense le plus en ce moment. J'ai beau à chaque fois tester des stratégies différentes, je trouve que le jeu récompense vraiment ta faculté d'adaptation et de lecture du jeu, et de comment t'arrives à analyser les situations beaucoup plus que le premier, qui a beaucoup de moves automatiques. Là vraiment dans le deuxième, je dis pas tiens il faut absolument que tu fasses ça premier tour, pense à ça, machin. Là vraiment tout est ouvert et tout m'a l'air très équilibré. Je pense pas qu'il y ait vraiment de méta qui va vraiment se dégager du jeu, même si on sent que le jeu force plus la bispécialisation. C'est déjà un futur grand classique et il est sorti depuis même pas un mois, donc voilà, et il est top 2. Bon, en top 1, Monopoly Game of Thrones, bien sûr, mais non, évidemment, Ark Nova. J'essaie d'amener un petit élément de surprise, mais bon, voilà, il n'y a aucune surprise, j'en ai parlé 1 milliard de fois avec First Player, j'en ai parlé déjà sur ma chaîne, c'était la première vidéo de la chaîne, après plus de 100 parties, du coup j'en ai fait encore plus depuis. Entre-temps, donc j'ai organisé avec Super Meeple la Coupe de France sur le jeu, donc c'est un peu moi qui gère l'organisation nationale, et puis on va se voir à Cannes, donc du coup pour les qualifier, puis tous les autres, je vais être à Cannes pour organiser tout ça. Donc voilà, ça va être cool. On a fait 16 étapes, on était assez ambitieux déjà pour la première, on a fait 16 étapes. Il y a eu pas mal de gens sur certaines étapes, beaucoup moins sur d'autres, en plus on est tombé en hiver, donc il y avait le Covid, les maladies, tout ça. Donc voilà, c'était très cool, les assos ont vraiment super bien joué le jeu, les boutiques aussi. Donc voilà, on est assez content globalement de la manière dont ça s'est passé. Et puis voilà, moi pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, voilà, j'adore ce jeu. J'avais envie de pousser un peu de la communauté autour, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe, là je vais lancer un petit débat sur la compétitivité dans les jeux, mais en fait déjà, je vois pas la compétition, c'est pas comme à Magic où il y a des cash prize à gagner, des invitations au championnat du monde. Je trouve que c'est plus un moyen pour la communauté et les gens qui sont fans d'un jeu de retrouver des joueurs avec qui ils aimeraient bien jouer, de discuter du jeu, de se retrouver toute une journée à jouer, même si c'est pour se prendre des grosses branlées, c'est pas grave, en fait on s'en fout des différences de niveau sur des jeux de plateau. Moi j'avais connu ça déjà sur Terraforming Mars, ex-champion de France sur le jeu, mais voilà, je l'avais abordé à la fois en mode assez compétition, mais en même temps il y a un côté assez chill, beaucoup plus que sur certains tournois de jeux de cartes. Et voilà, moi je considère vraiment que plus on crée de la communauté, des tournois autour du jeu, et plus ça continue à alimenter le bouche à oreille positif autour du jeu, et les évolutions autour, les créateurs peuvent
peut-être en entendre parler, rééquilibrer des choses qu'on peut voir en tournoi et tout. Donc voilà, par exemple, je sais que c'est un peu controversé, mais voilà, j'avais décidé de bannir Lac Profitable. Finalement, on n'a banni aucune carte. Je le trouve vraiment plus fort que les autres, notamment à cause du fait que tu peux débloquer une action pour rejouer qu'en fin de game. Des fois, ça peut créer des fins de game totalement broken sur des fins de partie serrées. Ça me pose problème. Donc voilà, mais bon, globalement, voilà, le jeu est archi bien équilibré pour un jeu de plateau. Mais je considère que des fois en tournoi, bah il y a des petits... s'il y a des trucs qui sortent un peu trop, bah voilà, je pense que pourquoi pas. Pour l'année prochaine, pareil, si on voit qu'il y a des cartes... qui deviennent trop fortes et tout, bah on en discutera. Bon, en tout cas, on en discute avec Furland à chaque fois, Super Meeple, et voilà, on essaie de faire ça bien. Je sais que c'est un peu bizarre de bannir un truc dès le premier tournoi, mais voilà, je pense vraiment qu'avec le nombre de parties que j'ai fait, tous les gens à qui j'en ai parlé, qui ont beaucoup de parties sur le jeu, je pense pas que ce soit une mauvaise décision. Je préfère que ça pourrisse pas, qu'il n'y ait pas un truc un peu toxique autour d'un truc qui paraît un peu évident pour pas mal de gens, même si on se trompe peut-être. Je préfère à la limite bannir ce plateau quitte à revenir en arrière derrière si je vois que beaucoup de gens qui ont très bien performé sur le tournoi disent ouais, je pense que t'es allé un peu trop loin là-dessus et tout, tu vois, je préfère ouvrir la discussion là-dessus en direct disant voilà, je pense que ce plateau c'est pas possible, et revenir peut-être plus tard dessus et la retester en qualifier plutôt que se retrouver avec un plateau totalement toxique et qui conditionne beaucoup trop les victoires. Ce qui est le cas, moi, dans mon expérience personnelle et des gens avec qui j'ai joué qui ont beaucoup de parties. Donc voilà, je pense pas qu'on soit énormément à avoir plus de 100 parties sur le jeu non plus. Donc forcément, on va avoir des décisions qui vont paraître peut-être un peu bizarres pour d'autres joueurs. Mais voilà, en gros, c'est juste ça. Toutes les cartes, on s'en restait. On n'a même pas banni percée médicale au final. Finalement, je pense pas que c'était une mauvaise décision parce que même maintenant, je me mets à la rejouer et avec l'expérience du jeu, bah finalement, c'est pas si fort que... Enfin, ça reste très fort, mais c'est pas si broken que ce que je pensais, je pense. Peut-être qu'on va revenir en arrière là-dessus aussi, mais bon, voilà, c'était un peu la seule carte sur laquelle il y avait débat. Même s'il y a quand même d'autres cartes très très fortes dans le jeu. Mais voilà, je pense pas au point de les bannir. Et puis voilà, ça reste du tournoi assez tranquille aussi, même s'il y a des prix Super Meeple et tout, encore une fois, il n'y a pas des qualifiers World avec des cash price à 10 000 balles, quoi. Donc voilà, bref, j'ai dérivé complet sur l'idée tournoi, mais c'était pour amener un petit peu un nouveau truc sur Ark Nova, parce que j'en ai déjà tellement parlé 1 milliard de fois, que je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire, à part mater la vidéo sur le sujet notamment. Du coup, je voulais finir sur un petit peu mes déceptions de jeux que j'attendais pas mal et qui m'ont, pour la plupart, beaucoup déçu. J'en ai noté 2 principalement. Le premier, qui est sorti en début d'année, c'est The Great Wall. J'aime beaucoup Awoken Realms. Je trouve le jeu absolument magnifique, je trouve que la thématique c'est mortel. C'est un jeu qui vient un peu de l'ancien temps du Kickstarter, il fallait sortir 1 milliard de modules, 1 milliard de modes, mais déjà premièrement, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut arrêter avec les jeux coopératifs et compétitifs qui ont un mode de jeu coopératif, un mode de jeu compétitif. Ça ne marche pas. En fait, quand un jeu a des mécaniques coopératives dedans, tu les mets dans un Eurogame compétitif, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les joueurs n'ont soit pas d'injonction à jouer coopératif, vont jouer dans leur coin, soit c'est trop intéressant de jouer coopératif, et de toute façon, tout le monde va faire la même chose en coopératif. Ça va te donner des points parce que tu fais la coop, mais tout le monde fait la coop, donc tout le monde gagne ses points. Donc du coup, t'as pas du tout l'impression d'être meilleur joueur que l'autre. Au final, il y a un phénomène de mimétisme qui s'installe et tout le monde joue pareil. C'est nul. Et voilà, dans The Great Wall, c'est particulièrement flagrant, ça ne marche pas du tout. J'ai testé que le jeu de base, j'ai pas testé les modules, tout ça, mais à un moment, quand t'as un jeu de base à plus de 100 boules qui sort, s'il y a besoin des modules pour qu'il marche, c'est pas possible. Il y a tout le débat sur Endless Winter, moi je trouve que c'est très problématique. Mais sauf que The Great Wall, de toute façon, c'est pas un problème de modules, c'est un problème de cœur de jeu coopératif-compétitif qui pour moi ne marche pas. Il y a un autre truc aussi, je trouve, sur les assistants qui est vraiment très nul. Tu dois gagner de la symétrie au fur et à mesure, mais en fait, il y a un moment dans la partie où ça coûte tellement cher d'aller chercher ces assistants que tu vas même plus les chercher. Donc t'en chopes 2 et voilà. Donc au final, ça pousse pas tant la symétrie que ça. Même ton perso de base, il pousse pas non plus tant la symétrie que ça, parce que tout le monde a un peu tendance à faire la même chose, à aller chercher les ressources. Ah, je construis le mur, parce que c'est le truc le plus rentable.
pouah, c'est pas si ouf que ça, les décisions sont tellement évidentes de ce que tu dois faire dans le jeu. En plus de ça, la règle est imbitable. C'est une des pires règles que j'ai lues cette année. C'est horrible. Pour un jeu si simple à jouer, avoir une règle si compliquée, c'est juste pas possible. Le jeu est beaucoup trop long, trop de phases de maintenance, trop de phases tout court en fait. Voilà, quand la thématique prend trop le pas sur les mécaniques, pour moi, c'est quasiment tout le temps un problème. Et The Great Wall en fait absolument partie, donc voilà, grosse déception pour moi. Deuxième grosse déception pour moi, c'est pas un Eurogame. C'est un jeu, et là, je maudis un petit peu Simon, qui autant m'a fait découvrir Challengers, auquel j'aurais probablement pas joué à la base, autant Trax, t'as abusé. Je sais que t'as pas fait assez d'enquêtes pour juger globalement, mais bon voilà, je comprends le petit phénomène de hype quand t'es à Vichy, tu fais une petite enquête, tu dis putain ça a l'air cool et tout, et effectivement après 2 enquêtes, je mets des guillemets et je vais expliquer pourquoi, tu te dis ça a l'air cool, et ben en fait non, parce que c'est 15 fois la même chose. À force de proposer tout le temps la même chose, tu te rends compte de tous les défauts du jeu et t'en viens à le détester en fait. Donc j'explique c'est quoi le concept. En fait, moi ce que je pensais, et ce que c'est en réalité, ce que je pensais, c'était que c'était un jeu d'enquête avec des tracks audio, et par exemple avec des témoignages, des procès-verbaux, je sais pas, des caméras qui ont chopé des trucs et tout. Je pensais que t'avais une petite appli, tu voyais des visuels et t'avais de l'audio. Je savais que le jeu était très basé sur l'audio, mais je pensais qu'en fait c'était un jeu d'enquête basé sur l'audio, où t'avais une vraie réflexion d'enquête et trouver un coupable, ce genre de choses. Eh bien, pas du tout. En fait, il y a à chaque fois un micro dans une voiture, donc quelqu'un qui s'est fait enlever, un braquage et tout. Il y a des situations totalement improbables où t'as un micro à l'intérieur de la voiture. Tu sais pas comment, mais bon, pourquoi pas. À la limite, ça, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est juste, tu dois suivre un trajet, t'as une carte, et tu dois suivre un trajet avec des sons et des acteurs. Je mets des guillemets aussi, je suis désolé si je vais être méchant là-dessus, mais là, pour le coup, à la base, je suis réalisateur, donc je pense que je peux un peu juger de ce truc-là. Du coup, en fait, tu suis, t'entends des bruits, et tu dois suivre à quoi ça correspond. Ah, il passe à côté des travaux, ah, il passe à côté de la fête foraine, et puis en même temps, il parle à côté, et puis de temps en temps, t'as des cartes avec des caméras pour vérifier qu'un son est bon. Ah putain, et après, tu dois juste savoir où ça s'arrête. Alors après, les enquêtes un peu plus avancées, t'as un peu plus de questions, mais au final, c'est tout le temps la même chose, une voiture ou un vélo ou autre chose qui bouge, et tu dois savoir où ça va. C'est insupportable, et c'est d'autant plus insupportable qu'en fait, et là je comprends le fait que ça demande beaucoup de moyens de faire un jeu comme ça, mais en fait tu te rends compte que comparé à des séries de podcasts ou des choses comme ça qui ont été produites par Canal, genre Cols et tout, où t'as des vrais acteurs qui jouent, t'as un vrai sound design, un vrai mix audio et tout, ça demande des moyens de ouf, on est d'accord, mais je pense que sur un jeu comme ça, ils auraient peut-être pu demander l'aide du CNC et essayer de le vendre comme un produit culturel qui dépasse un peu le jeu et tout. Alors peut-être qu'ils auraient des problèmes avec ça, peut-être, pourquoi pas, c'est une éventualité, mais en tout cas un produit comme ça doit vraiment avoir ce genre d'aide pour être viable, parce que le mix son est pas ouf, dans le sens où la diversité sonore, on sent que c'est pas des sons, que c'est des sons de banque audio assez bas de gamme qui donnent pas des trucs de ouf. Le jeu d'acteurs est vraiment pas ouf, c'est tout le temps les mêmes acteurs, et ça s'entend. Ils font des voix et on sent que c'est pas vraiment des acteurs ou qui se forcent à faire des voix qu'ils savent pas vraiment faire. C'est un vrai problème, il faut faire jouer des vrais acteurs sur ce genre de truc. Ça veut pas forcément dire qu'il faut aller chercher des acteurs de ouf, mais il faut faire jouer des vrais acteurs, c'est pas possible autrement, ça ne marche pas. Et puis surtout, moi je suis très déçu qu'il n'y ait pas des enquêtes autour de ça. Donc voilà, cool pour l'initiative, mais dans l'exécution, non, je le recommanderais vraiment pas du tout. Par contre, j'espère que ça va inspirer d'autres éditeurs pour aller chercher, aller essayer de gratter un peu des aides côté cinéma et tout, pour faire un vrai jeu d'enquête autour de ça, avec une composante vraiment beaucoup plus travaillée sur la partie sonore et la partie acting. Et là, je pense qu'on peut vraiment faire des trucs de ouf, même des trucs d'horreur où tu te mets dans une ambiance et tout, avec, je sais pas moi, t'as les tracks audio de gens qui sont allés dans une maison hantée, t'as que ça et tu dois deviner ce qui s'est passé, t'as des sons de ouf qui se passent et tu te mets dans une ambiance. Et là, tu peux vraiment avoir un truc de ouf, mais il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait là. C'est une bonne initiative, mais malheureusement, pour moi, l'exécution est complètement ratée, n'a pas du tout été assez ambitieuse dans ce que ça
pourrais proposer. Et voilà, on en a fini avec ce petit top 10 annuel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, partager, le pouce bleu. Et puis abonnez-vous, c'est important. Petite page Instagram aussi que j'ai rajouté, le Discord, le Patreon si vous voulez un peu soutenir la chaîne. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt pour pas mal de nouvelles vidéos. Ciao!